Monsieur Loyer, salut. Rassurez-vous, on va faire une petite interview, mais on intercalera nos paroles d'images de vos œuvres. Puisque, pour simplifier les choses, vous êtes sculpteur, vous vous définissez comme sculpteur? Oui. Je suis sculpteur, mais la sculpture est toujours inséparable de l'écriture. D'accord. Alors encore un mot quand même sur la sculpture, puisque vos sculptures sont en matière, pas n'importe lesquelles, enfin vous choisissez, mais vous me direz que tout sculpteur choisit sa matière sans doute, mais il y a de la pierre et il y a du fer, c'est quoi? Alors là, les sculptures suspendues, c'est plutôt des métaux cuivreux, c'est-à-dire du cuivre, du laiton et du bronze pour les petits personnages. Mais c'est pas seulement ces métaux que vous sculptez. Alors, effectivement, j'ai longtemps travaillé la pierre. J'étais en Italie, j'ai fait les Beaux-Arts à Carrare. Et j'ai ensuite monté un atelier dans lequel j'étais tailleur de pierre. Enfin, j'ai travaillé pour d'autres sculpteurs. J'ai rencontré pas mal de gens comme ça. Pour des pièces monumentales, pour toutes sortes de propositions, dans un village qui s'appelle Pietrasanta, qui est pas loin de Carrare, et qui se trouve avoir été être encore un petit peu une sorte de mecque des sculpteurs, parce qu'il y a d'une part cette tradition de travail de la pierre, où on trouve tout le know-how et tous les praticiens, et les technologies, les moyens de levage et les pierres. Et puis du coup se sont installées pas mal de fonderies. À l'époque où j'étais là-bas, il y avait plus de fonderies de bronze là à Pietrasanta, dans ce petit village de 3000 habitants qu'à Paris. Il y en avait à tous les coins de rue. Et donc il y avait toute une population de sculpteurs qui venaient du monde entier. Et tout le monde se retrouvait au bar, on discutait. Et voilà, c'était l'endroit où on ne parlait que de sculpture et on ne voyait que des sculpteurs. Et c'est par le biais de la fonderie que vous vous êtes intéressé au métal ou... Pas du tout, parce que la relation que j'ai au métal dans ce travail, il n'est pas celle qu'on a avec le bronze. J'aime pas trop le bronze, j'avoue, puisque je trouve que c'est un métal ou une matière qui n'a pas d'identité propre, on va dire, travaille par mimétisme. Elle reproduit la terre, elle reproduit le plâtre, elle vient après le travail de création qui s'est fait dans d'autres matériaux, en terre, en plâtre, en modelage. Et puis ensuite, on coule ça en bronze, on fait un moulage, on coule ça en bronze, mais du coup, le bronze ne porte pas vraiment... Alors que moi, pour aller au bout de ce que j'étais en train de dire, je travaille le métal ici et parfois le bronze, mais plus dans cette qualité qu'a le métal de pouvoir être très léger. C'est-à-dire que si je prends l'acier, il y a deux façons de travailler l'acier. Ça peut être soit de la fonte, on a des formes lourdes qui sont coulées, soit l'acier, et là c'est l'architecture du 19e siècle, c'est-à-dire l'architecture hyper légère, et c'est le matériau qui permet d'avoir des structures immenses, complètement filiformes. Et donc moi j'utilise cette qualité du métal, c'est-à-dire de résister à la traction. D'accord. Ouais. On va en venir à votre cirque philosophique justement qui illustre pas mal ce que vous dites là, mais en restant à la sculpture et à Carrare et à cette Mecque, en effet, la pierre sacrée, enfin, ma science est une science d'amateur, mais on dit que la sculpture, il y a deux façons de la concevoir, hein, ou bien on pense comme Michel-Ange, que Moïse est déjà dans la pierre, ou bien qu'il faut l'inventer, qu'il faut donner la forme de Moïse à la pierre.
cette polémique, disons, cette dispute, vous paraît toujours d'actualité, et vous avez choisi votre camp J'avais jamais formulé, je m'étais jamais posé la question de ce débat, mais j'avoue que j'y ai répondu à ma façon. Et cette façon est que la pierre, ou en tout cas le matériau que je suis en train de travailler, est visité par une présence. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle y est déjà, et c'est pas moi non plus qui la met, mais il y a une tierce personne, un tiers exclu, on pourrait dire, qui s'inclut, qui devient un tiers inclus, et qui passe par là et qui laisse une trace. D'accord. Mais ça, c'est tout un autre travail que celui qui est là, qui a pris le premier nom de La foudre gouverne toutes les choses, qui est un fragment d'Héraclite, et qui est que ce passage est fulgurant. Et ensuite, tout le travail du sculpteur est bon, je suis obligé de parler de ce qui n'est pas montré ici, mais comme vous m'avez mis un petit peu sur cette piste-là, je vais essayer d'être très bref. Il y a un travail d'écriture aussi sur lequel s'appuie ce travail de sculpture sur pierre. Et le travail d'écriture s'appelle la main rêveuse et la main laborieuse. Et cette relation, elle va ensuite se retrouver un peu dans tout ce que je fais. La main rêveuse, c'est celle qui est visitée, on va dire, par cette présence. La main laborieuse, c'est celle qui va tenter de la retrouver sans y arriver. Mais en même temps, son échec n'est pas inutile, parce qu'elle va pouvoir quand même construire un lieu dans lequel cette présence sera invoquée. D'accord, c'est une belle formule en tout cas, la présence qui s'invite. En effet, une invitation, c'est jamais sûr. Enfin bon, ça peut rater, ça peut. Bon, d'accord, très bien. Vous avez quand même choisi Héraclite plutôt que Parménide, c'est-à-dire le mouvement plutôt que. C'est le passage là, le passage. Le passage est quelque chose de fugitif et d'unique, qui ne se reproduit jamais deux fois, et pas la permanence. D'accord. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, d'accord. Alors, le cirque philosophique, c'est un terme, c'est un titre un petit peu paradoxal, parce que les philosophes sont très peu habitués au cirque. C'est pas des clowns, c'est pas... Vous voyez Nietzsche, par exemple, il a un funambule dans Zarathustra. Oui. D'accord, mais enfin le cirque, on attend peu les philosophes dans un cirque, quoique c'est drôle parce que Canal Pop, notre petite télé, a interviewé récemment de bons philosophes vivants, et ils étaient rassemblés sous un cirque, un chapiteau de cirque en tout cas, c'est vrai. Donc voilà, ça nous fera un lien. Très bien, alors j'ai lu j'ai lu rapidement votre petit livre de présentation, Le cirque philosophique, qui est en bilingue, italien-français. Et bon, j'ai retenu que ce cirque philosophique il va falloir que je fasse encore mon pédant. Il y a quand même une composante ontologique. Vous faites une ontologie. Le mot n'y est pas, je crois, mais vous parlez beaucoup d'être. Et vous dites que être, c'est réfléchir dans l'abîme ou devant l'abîme, enfin, et vous parlez beaucoup d'abîme et d'équilibre. C'est en effet des mots qui viennent assez spontanément quand on voit vos trucs, vos machins, qui ne sont pas des machines, mais tout de même on pense abîme, équilibre, et on pense aussi mobile. Est-ce que le terme de mobile vous convient? Exclu, absolument. Un petit peu, je sais pas pourquoi. Il s'agit d'un travail sur l'immobilité. Mais cette immobilité, elle est fragile, elle est toujours en devenir, puisque les pièces sont toujours animées d'une subtile vibration, au moindre souffle d'air, etc. Mais par contre, cette immobilité, elle est nécessaire pour que le regard puisse, et la pensée, puisse se promener à l'intérieur de ces pièces et suivre le chemin de ce fil qui est un fil continu, et qui relie ces différents personnages en circonscrivant des portions d'espace. Et donc il y a tout un jeu, toute une géométrie qui pourrait être lue. La pièce doit être immobile, mais il est important que cette immobilité ne soit pas celle d'un objet posé, mais au contraire une immobilité précaire. Le mot de mobile vous fâche à cause de Calder Non, parce qu'il s'agit d'un contresens. Le sens de ce travail n'est pas d'être un travail sur le mouvement, mais sur l'immobilité.
D'accord, mais vous exagérez un tout petit peu quand même. Les mobiles sont le plus souvent immobiles. Oui, mais comme vous dites, ils sont agités par le moindre souffle. Oui, mais leur fonction est d'être en mouvement. Lorsqu'ils sont immobiles, on pense qu'on attend qu'ils se remettent en mouvement. La fonction de ce travail, au contraire, c'est d'être immobile de façon à ce que c'est surtout le fait que dès qu'ils bougent, leur dodelinement, on pourrait dire, ils dodelinent, et ce dodelinement n'est pas intéressant. N'est pas intéressant parce qu'il vient troubler l'illusion de gravité au sens de la pesanteur qu'il y a dans ces pièces, c'est-à-dire que le fil qui relie ces personnages tombe selon la gravité, et donc il y a une verticalité qui est inscrite dans ces pièces, et cette verticalité, elle est essentielle à ce travail, puisque voilà, c'est la relation entre légèreté, gravité, etc. Et cette gravité, elle disparaît si les pièces sont en mouvement. De la même façon exactement que lorsqu'un plan d'eau est calme, se crée un reflet, et on bascule dans un autre espace. Dès que le plan d'eau est en mouvement, on peut jeter une pierre dedans, et là, on perd ça. On est à ce moment-là, on reste en surface. Alors, bon, très bien. On ne va peut-être pas discuter comme de vieux savants de l'Antiquité, mais tout de même, c'est un peu paradoxal ce que vous dites. Vous êtes héraclitéen, vous pensez au flux permanent, etc. Et là, vous dites, surtout pas mobile. Voilà. Et oui. Oui, c'est vrai, c'est un paradoxe, c'est une contradiction apparente. Mais c'est que ce qui est mobile, lorsque la pièce est immobile, c'est le regard et la pensée. Le regard et la pensée, elle, doivent pouvoir circuler à l'intérieur de cette pièce. Et d'autre part aussi, cette immobilité, elle est, c'est-à-dire que je pourrais dire que ce travail-là, il joue avec le temps. Et qu'est-ce qui se passe lorsque la pièce est immobile? C'est que le temps est suspendu, lui aussi. Et donc, on extrait pour un temps, on ralentit le temps jusqu'à presque l'arrêter. Et cette perception d'un ralentissement, je pense que le spectateur... on pourrait dire par empathie, est habité par ça aussi. Elle se communique à lui. Il y a une contagion de ce ralentissement. Oui, l'un des mots qui vient aussi à l'esprit en passant comme ça devant vos sculptures, vous l'avez prononcé, ce mot de suspension, le temps suspendu peut-être. En tout cas, il y a beaucoup de cordes comme ça et de suspension. Et avec les petits personnages, on parlera peut-être des petits personnages, mais toutes ces cordes qui pourraient être comparées à, je sais pas, aux cordes des arcs, aussi bien qu'aux cordes qui tombe comme ça d'un cirque, en effet, un cirque a besoin de cordes pour tenir. Il y a aussi un univers maritime ou naval. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il s'agit de nefs, ou il s'agit d'un équipage, il s'agit d'un voyage et d'une exploration. Et donc, lorsque je parle d'immobilité, ce voyage imaginaire, il ne peut se produire que lorsque la pièce atteint une espèce d'immobilité où on rentre dans une sorte de dimension onirique. Voilà. Donc ces cordages, ce sont plutôt comme des cordages, on pourrait dire. Ouais. Cordages, oui. D'accord. Ok. Oui, c'est pour revenir à la philosophie, évidemment, la notion de vertige est essentielle dans ce travail. Ces personnages sont au bord du vide. Et je pense que la philosophie, c'est se mettre dans une position où on est au bord du vide. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du vertige de la pensée. Et je pense que c'est quand même assez... acrobatique, la philosophie. Le vertige de l'existence aussi bien d'ailleurs. Un mot sur les personnages. Vos personnages, je ne sais pas si ce mot vous conviendra, mais sont des figures sans figure. Enfin, sont des personnages qu'on peut peut-être identifier, mais très peu, enfin, qui ne se prêtent pas beaucoup à l'identification. Évidemment, c'est volontaire de votre part. Vous pouvez expliquer ça? Alors, je peux l'expliquer a posteriori. Hein, lorsque je le fais, je n'ai pas de réponse. Il participe un peu de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui sont passés par là, et j'ai arrêté mon geste à ce moment-là. Et donc, ils sont porteurs de toute une histoire, d'une énigme. Et c'est cette énigme, après, que j'essaye je ne veux pas dire de résoudre, mais de déployer en mettant en relation ces personnages dans une sorte de combinatoire, puisqu'il s'agit d'une combinatoire. Les personnages, pour chaque série, sont toujours les mêmes. Il peut y en avoir 25, 30.
Et donc c'est un jeu qui a à voir à nouveau avec l'écriture, puisque les personnages sont un petit peu comme des mots qui sont reliés par du sens et qui forment des phrases. Voilà. Par exemple, si on peut jeter un œil sur votre pratique, comment on fait ça? Comment ça se fait ça? Ce sont des feuilles que vous pliez, que vous collez Voilà, alors ce personnage-là, c'est un des personnages du cirque philosophique qui au début était apparu à cette taille-là. Hein, donc là, je n'ai pas de sculpture où ce personnage petit est présent. Et pendant... Il est là en pierre, voilà. Oui. Et pendant des années, vraiment des dizaines d'années, j'ai tenté d'agrandir ce travail de sculpture suspendue. J'ai pensé que sa vérité était à une autre échelle et que ce que je faisais n'était que simplement des maquettes pour un travail futur en grand. Mais jusqu'à présent, j'étais jamais satisfait des résultats parce que dès que j'agrandissais ces personnages, que ce soit en modelage ou par d'autres techniques, ils perdaient leur légèreté, je peux dire. Ils perdaient leur légèreté parce que lorsqu'on augmente un volume, si on augmente par 2 la taille, le volume augmente par 8. Et en fait, l'œil, qui est un organe extrêmement perspicace, sait le poids des choses. L'œil est un prolongement de la main. Le regard est un prolongement du toucher. On touche les choses avec les yeux. Et lorsqu'on est dans la réalité, qui n'est pas une image, on a beaucoup plus d'informations que ce que va nous donner une simple image. Parce que le mécanisme de l'œil, le processus du regard est beaucoup plus complexe que simplement l'enregistrement. Comme on dit, vous tenez à un certain réalisme. Parce que vous dites que en multipliant la taille des personnages, en additionnant les choses, d'un seul coup, il perdait ce que vous vouliez lui faire dire. Alors, il perdait cette légèreté des pièces suspendues qui, à mon avis, est essentielle. Je m'en rendais compte. Je n'étais pas satisfait du résultat. Jusqu'à ce que j'ai trouvé très récemment... C'est pas la proportion. J'ai trouvé en fait ces pièces-là sont très très légères. Elles sont légères physiquement, mais du coup elles le sont aussi visuellement. Elles le sont visuellement, et c'est comme ça que je peux faire une pièce comme celle qui est là, avec le même personnage là-haut. Cette pièce fait 1,80 m d'envergure, elle pèse 2 kg. Donc elle est effectivement très légère, et elle est visuellement aussi très légère. Elle est visuellement très légère. Et donc là, je fais des pièces maintenant beaucoup plus grandes. Donc vous soudez, hein? Et donc là, c'est des plaques de cuivre qui sont soudées. Des tôles de cuivre de 5-6 dixièmes d'épaisseur, très, 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 très fine. Et en fait, donc c'est un petit peu comme de la couture. J'ai des patrons. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et le personnage, en fait, se résout à une série de patrons à plat. Hein, que je plie, que j'assemble. Okay. On peut vous demander où vous travaillez? On a parlé d'Italie tout à l'heure. Vous êtes toujours là-bas? Non, j'habite plus en Italie depuis quelques années. J'ai un atelier dans le Berry où je travaille les pièces plus grosses, plus importantes, et un atelier en région parisienne. D'accord. Alors, dites donc, ça marche. Oui, ça va. Vous avez une idée de votre clientèle, comme on dit? Ces pièces du cirque philosophique ont souvent été achetées par des architectes, des musiciens et des psychanalystes. Je peux dire que je remarque ça. Hein, je comprends la raison. C'est un travail qui met la figure dans de l'architecture, puisqu'il y a une espèce de côté abstrait ou géométrique. C'est un travail qui a à voir avec... j'ai parlé du rêve tout à l'heure, mais bon, je pourrais parler aussi de l'inconscient, ces espèces d'images subliminales. Oui, je comprends pour les psychanalystes, c'est très bien pour un cabinet de psychanalystes. Qu'est-ce que vous diriez j'allais dire, est-ce que vous êtes optimiste et pessimiste? Il y a une question à la con, mais dans ce vertige dont on a parlé, dans cet abîme qui menace tout de même un peu toujours, est-ce que vous cherchez à être un avertisseur ou plutôt un rassureur? Enfin, je ne sais pas. Est-ce que vous cherchez à rassurer ou à avertir? Enfin, est-ce que cette question est un petit peu moins conne que l'optimisme et le pessimisme? Je pense qu'il n'y a pas du tout d'angoisse.
Ce qui se passe dans ce travail, c'est que le vide qui est là, l'abîme qui est devant les personnages, est une image de l'abîme qu'ils portent en eux-mêmes. C'est pour ça que dans le cirque philosophique, ce texte, il y a cette phrase qui est « être signifie réfléchir l'abîme ». En fait, le sens de cette phrase arrive comme la conclusion d'un passage. On peut lire en deux sens, réfléchir au sens du miroir et réfléchir au sens de la réflexion. Oui, oui, oui. Et bon, ce que dit le texte avant d'arriver à cette formulation un peu lapidaire, c'est que chaque personnage peut avancer librement dans l'abîme et il ne risque rien parce que cet abîme est le reflet de celui qu'il porte en lui-même. Et c'est cette relation entre l'espace intérieur et l'espace extérieur qui donne la liberté d'être face au vide, sans angoisse. D'autant plus qu'on n'est quasiment jamais seul, enfin que ces fils relient toujours des gens, quoi, enfin des personnages différents. Ouais. Et ça aussi, ça rassure, enfin ça rassure pas au sens de ça ne berce pas, mais en tout cas, ça montre qu'on n'est pas tout seul, quoi. Oui et non, parce que chacun de ces personnages ici, effectivement, est relié aux autres, mais pourtant, il est seul. Et ça, c'est un autre paradoxe de ce travail. On est d'accord. Je veux dire, seul au sens de solitaire, mais pas au sens d'isolé. Voilà. On est solitaire, mais pas isolé. Et les autres sont nécessaires, mais en même temps, chacun est le maître du jeu. Mais il y a aussi ce qui relie, enfin, ce qui sépare, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de distance, mais c'est aussi ce qui relie. Oui, c'est ce qui relie. Ouais. D'accord. Bon, vous voyez quelque chose à ajouter, comme ça à dire, un truc que vous n'auriez pas dit depuis que vous faites de très nombreuses interviews sur votre art. Non. Oui, j'aurais. Il y a une chose que je peux rajouter. On a parlé du temps à plusieurs titres par rapport à la suspension. Alors, le fil qui relie ces personnages, c'est un fil continu, c'est une boucle. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion aussi sur la question de l'éternel retour, on peut dire, ou du temps comme quelque chose de cyclique ou de continu, enfin avec un début et une fin, ou d'apocalyptique, on peut dire. Là, il y a un parti pris qui est quand même celui d'un temps cyclique. Et ce que je voudrais dire aussi par rapport au temps, ce que j'ai commencé par dire tout à l'heure, c'est qu'il y a une relation entre la sculpture et l'écriture. Et c'est aussi le fait que cette sculpture, elle s'inscrit dans une narration. Alors là, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais bon, je pense que je ne vais pas essayer d'être bref. Pourquoi la narration ? Parce que je crois que c'est un travail qui joue beaucoup sur la relation entre la mémoire et l'oubli, et que la mémoire est un organe qui n'est pas synthétique ni analytique, mais qui est narratif. Et c'est là où on sort de la philosophie pour entrer dans l'art, d'une certaine façon, ou dans le récit, voilà. Très bien, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps dans cette magnifique galerie. On va encore prendre quelques images.